Alors voilà pour Mountain Game. Aujourd'hui, on reçoit la fan des chaussures et des canons de 36, donc notre professeur d'histoire moderne, Caroline Lemao, en plus vice-présidente SAPS, donc les sciences avec et pour la société. Donc là, on est en plein dans le cœur de cible de comment, à travers la culture populaire, on fait de la critique scientifique, critique au sens pas négatif, mais au sens critique argumentée. Donc merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté le défi. Et aujourd'hui, on regarde Assassin's Creed Black Flag, donc le numéro 4, voilà, qui est sorti en 2013. Ubisoft, quand il pense à un Assassin's Creed, quand il pense à un jeu en général, il pense pour vendre ça à un public. Il faut s'attaquer pas à des trucs d'histoire super précis, etc. Il faut s'attaquer à des mythes fondateurs. Des mythes fondateurs de notre contemporanéité. Et alors, on peut penser à Assassin's Creed Valhalla, les Vikings, il y a la série Vikings, on est tranquille, il y a du black metal viking chelou avec des cornes au Hellfest, on sait qu'on va toucher les hardcore fans de la série, on fait un truc sur les Vikings. La Révolution française, Unity, ça s'est mal vendu, ils ont compris, donc ils tapent dans des grands mythes fondateurs, tout comme les séries ou les jeux de zombies tapent dans un mythe fondateur de notre modernité, qui est un mythe récent, bien que le zombie soit pas un mythe si récent que ça, on pourra même faire un lien avec la colonisation et la traite, parce que le mythe zombie vient des Caraïbes, mais le zombie, vous voyez bien que c'est une figure contemporaine. Je dis juste pour que vous voyez l'idée de comment on peut analyser ces mythes. Le zombie apparaît dans les années 70 comme un mythe de gauche, Romero. Le zombie, c'est le consommateur décérébré qui pousse ses caddies et qui va très lentement comme ça. Il va tellement lentement qu'en fait il ne vous attrape pas. Le zombie est devenu une figure d'extrême droite. C'est un gars qui court très vite, ils sont très nombreux comme dans World War Z, et aujourd'hui, il y a plein de vidéos zombies sur les trucs de Français de souche et de la fachosphère pour dire c'est des migrants, ils nous envahissent. Donc vous voyez, le zombie est une figure contemporaine qui a changé de statut. J'arrive à quoi? Au pirate. Le pirate, désolé, je ne vais pas chanter. Le pirate est un sujet d'histoire. On voit ici une actualité de publication sur lesquelles moi je ne suis pas compétent, j'ai pris les 3 livres récents, et sur lesquels Caroline pourra vous donner des conseils de lecture, mais on voit que toutes les modes historiographiques que vous connaissez dans le département, histoire mondiale, histoire totale, histoire de ceci, cela, on les retrouve dans ces histoires de pirates et de corsaires, qui sont en soi un sujet d'histoire. Alors au passage, je lâche ce truc, j'ai un peu quand même bossé pour préparer cette présentation. J'ai écouté une émission sur France Culture sur la figure des pirates au cinéma, et il y a eu cette phrase incroyable d'un spécialiste qui disait « Le pirate, ça fonctionne parce qu'il n'est pas sur Terre, qu'il est sur la mer, et il dit cette phrase « La mer n'a pas d'histoire ». Wow, si on accepte ça, on arrête tout. La mer a l'histoire, Caroline va nous le montrer, mais comme personnage littéraire, le pirate est omniprésent, il est partout, tout en étant sur cet aplanissement. Alors sauf que nous, on sait très bien que cette mer, elle a une histoire. Cette personne en bas est un chanteur de music-hall de l'ouest de la banlieue parisienne de Boulogne-Billancourt qui s'appelle donc Élie Yaffa, dit le Duc, et donc effectivement, il répète souvent que la piraterie n'est jamais finie. Voilà. C'est un sujet d'histoire, c'est aussi un sujet éminemment politique. La figure du pirate est une figure de renégat, est une figure qui est souvent récupérée par l'extrême gauche. Alors là, évidemment, j'attends Caroline, parce que c'est quoi? C'est le mythe de la liberté sur le bateau. Le capitaine dirige, tout le monde est à égalité, les serments, les rituels, et qui font que, vous voyez, dans des maisons d'édition connotées à l'extrême gauche comme libertaria, plutôt tendance anarchiste libertaire, le pirate, c'est celui qui a affranchi toutes les règles, qui vogue là où il veut, il pille. Alors si vous êtes des vrais anarchistes, c'est ce qu'on appelle l'autoréduction. Vous êtes des pirates du carouf, c'est-à-dire que vous allez piquer des trucs dans les caroufs et après vous vous carapatez quand la sécu arrive. C'est une revendication anarchiste, ça s'appelle les autoréductions. On considère que le capital s'enrichit sur les biens alimentaires, etc. On vole dans les supermarchés. Le pirate serait la figure de tout ça, mais avec une vision, jusqu'au parti pirate, avec une vision d'honneur, avec un code de valeur, etc., etc. On reviendra en première partie sur les dénominations, corsaire, flibustier, pirate, on va éclaircir tout ça. De ce fait-là, le pirate n'est pas seulement, n'hante pas seulement les livres, il hante aussi, même dans des livres récents, il hante aussi le cinéma. Et là, effectivement, ces mots-là, j'ai pas mis le 22 avril, machin, le 4 avril, parce que c'était avant-hier, mais voilà, il y avait ce livre récent sur les révoltés du Bounty, et évidemment, Mola, librairie très de gauche, voilà,
mais c'est révolutionnaire, parce qu'il y a ce mythe. Et là, c'est le pont vers le cinéma, parce que cette figure du pirate, évidemment, elle émerge au XXe siècle aussi par le cinéma. Alors, si vous connaissez Assassin's Creed Origins, on est dans la même chose. On est dans la réinvention des momies, ce mythe de l'égyptomanie, de l'égyptologie devenue égyptomanie. Tout ça, c'est aussi des figures du XXe siècle. Et là, le pirate devient en fait une figure politique. Ce qui est intéressant, regardez les dates, 35 et 62, avec des petits acteurs de derrière les fagots, Clark Gable, Marlon Brando. Il y a une première vague de films de pirates dans les années 30. Pourquoi ? Parce que c'est Roosevelt. Et que tous ces films vont être faits par les studios proches de Roosevelt et proches des démocrates. On a besoin d'une figure de gauche. Les gens pensaient que les démocrates étaient de gauche à l'époque. Voilà, bon. On a besoin d'une figure de gens qui détroussent les riches pour donner aux pauvres, etc. Et le pirate émerge comme un brigand, comme un Robin des Bois, comme un Zorro lacustre, ou plutôt maritime. Donc c'est intéressant, et évidemment tout ça va nous amener à d'autres films, alors Captain Blood dans les années 1935, et évidemment Ubisoft, encore une fois, tout respect, met du respect sur leur nom, comme dirait Caballero et Jean Jass, mais ça c'est une autre affaire, mais Ubisoft ils sont pas débiles. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient la sortie de Pirates des Caraïbes avec un homme très respectable qui n'a pas de casserole au cul, bon voilà, et ils voient que ça fait des millions. C'est-à-dire que Pirates des Caraïbes, c'est un moment où le film de pirate est complètement tombé en désuétude, aidé par Polanski qui avait fait un film pirate, je ne sais pas, décidément les pirates, bon bref, et des millions de personnes se pressent pour voir Pirates des Caraïbes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, parcs d'attractions, etc. Ubisoft, ils ne sont pas débiles, ils veulent faire de l'argent, ils disent on fait quoi ? On a une période, on a une figure, on a une fanbase, on y va. Et ils créent tout ça. En sachant que cet imaginaire, alors là c'est un peu RPZ années 90, mais il est aussi porté sur tout un tas d'autres supports. Est-ce que j'avais ces deux boîtes de Lego ? La réponse est évidemment oui. Et effectivement, tout ça alimente. Et là, on voit bien ce qui est intéressant dans cette grosse série Lego des années 90, c'est que vous aviez, alors tu m'arrêtes, hein, les corsaires, les gentils, un peu réglo qui respectent les règles à gauche. Vous pouviez jouer ça, d'où vous aviez la prison du gouverneur et les vilains pirates qui font que voler de l'argent et des sesterces dans la version à droite, etc., etc. Alors j'en viens au jeu et puis on commence le gameplay. Où se passe ce jeu ? Assassin's Creed, comme ils veulent mettre un vernis, ils veulent assumer une vraisemblance, tous les jeux s'inscrivent dans un contexte très précis. Syndicate, Londres, 1868, vous croisez Karl Marx, vous croisez Charles Darwin. Unity 1789-1794, j'en passe des meilleurs, Valhalla 843, Odyssée, c'est au moment de Périclès. Et là on est où ? On est en 1715, dans les Caraïbes, on verra la carte juste à l'instant, et effectivement on est entre les îles de Cuba, de la Jamaïque, Hispaniola, etc. Donc bon, ça c'est évidemment Caroline à qui je poserai un certain nombre de questions, mais on est dans des empires espagnols, anglais, une présence française, on est dans la traite atlantique, donc qui est ce commerce triangulaire d'esclaves, de matières premières, les plantations, le sucre, alors on va le voir, hein, tout de suite c'est les questions qui vont se poser, dans des zones où vous croisez évidemment des colons espagnols, des natifs, des esclaves émancipés, des esclaves pas émancipés, des femmes, des hommes, des anglais, et évidemment Assassin's Creed joue de tout ça pour essayer de poser ces personnages, parce que bon, Caroline, hein, Assassin's Creed c'est toujours les gentils assassins qui essaient de lutter contre les méchants templiers. Voilà, c'était la fin du scénario. Je termine enfin. Cet Assassin's Creed là, il clôt en termes de vente une série plutôt pas mauvaise. Alors là, j'ai pas noté les détails, j'ai pas mis ceux qui étaient hors console, oui, il y en a qui sont sortis que sur certaines consoles, donc on fait des ventes moins importantes comme Rogue. Mais en l'occurrence, Black Flag est resté comme un des opus vraiment du début des Assassin's Creed, c'est-à-dire du parcours, il faut grimper, de l'infiltration à la Solid Snake, donc j'oublie toujours le nom de ce jeu, Metal Gear Solid, et des gameplays assez affûtés qui ensuite, pour ces trois-là, ont cédé la place à une IA en carton-pâte, des mobs absolument ingérables et des coups de marteau à foison. Bon, ça c'est des questions de goût, mais pour trancher ce débat, je me suis référé à la source principale, la plus rigoureuse des 2000 dernières années, les commentaires YouTube. Et effectivement, les gens étaient d'accord pour dire que Assassin's Creed Black Flag était le meilleur. Voilà pour l'introduction un peu trop longue. Donc pour les éléments généraux, on a évidemment comme d'habitude dans Assassin's Creed des cartes par anamorphose, j'aurais envie de dire, c'est-à-dire qu'évidemment elles ne sont pas à la taille réelle.
mais un petit peu comme vous aviez la mer Égée dans Odyssée, avec vraiment une représentation des îles de Crète, de la Ionie, du Péloponnèse, on a ici, on reconnaît sans trop de problèmes Cuba et ses différentes îles, et ici la Havane. Donc ayant joué à peu près 4% du jeu, parce que j'ai plus du tout le temps de faire ces choses-là, j'ai pas tout débloqué, mais on va se balader. Et pendant qu'on se balade, peut-être, Caroline, si tu veux nous dire des éléments de contexte généraux, quels sont les empires, et pourquoi dans le jeu ça parle espagnol de manière très drôlatique et un peu anglais, en quelques minutes, pendant que j'essaie de rejoindre je sais pas quelle île, si vous avez des demandes particulières. Je ne vais pas réussir à faire, mais vous pouvez dire, allez, à l'ouest, faites des trucs. Enfin, voilà. Donc, où est-ce qu'on est, et 1715, pourquoi cette date? Âge de la piraterie terminé, l'âge d'or est terminé. Merci Nicolas, bonjour à tous. Alors évidemment c'est un plaisir de partir à l'aventure avec vous. Voilà, au moins virtuellement, nous voilà dans la mer des Caraïbes. Vous êtes en effet dans un espace qui désormais est assez largement approprié par les Européens. Je ne vais pas revenir sur l'arrivée de Christophe Colomb, si ce n'est pour rappeler qu'avec Christophe Colomb, c'est l'arrivée notamment des Espagnols, qui vont s'implanter en particulier à Cuba, et Cuba va rester espagnol. Et puis dans le sillage des Espagnols vont bientôt arriver les autres Européens qui vont avoir des convoitises sur cet espace du monde. Alors initialement, on était allé dans ces zones-là pour chercher de l'or et de l'argent, et puis surtout, peu à peu, on va exploiter ces espaces pour en retirer un certain nombre de richesses. Donc vont notamment s'implanter dans la zone, va y avoir des Hollandais, mais qui assez rapidement vont devoir se limiter à quelques îles. Puis les deux puissances vraiment qui vont s'affirmer, ce sont les Français. Les Français, concrètement, il faut distinguer ce qu'on appelle les grandes Antilles, c'est-à-dire les îles les plus vastes, et les petites Antilles. Donc les Français, eux, ils vont avoir en particulier la moitié de Saint-Domingue, qui partagent avec les Anglais, et puis toute la partie... Celle-là, c'est Hispaniola. Oui, voilà, c'est ça. Et la partie sud de l'arc des Petites Antilles, c'est-à-dire à partir de la Guadeloupe, et toutes les petites îles qui descendent, ça c'est majoritairement français. Et en revanche, toutes les petites îles plutôt au nord, là ça va être anglais. Les Anglais vont notamment avoir aussi les Bahamas, et ils vont avoir la Jamaïque. Donc une implantation un peu nord-sud plus cet arc, et donc vous avez en fait trois empires au contact, les Espagnols, les Français, les Anglais, et 1715, moment important, on va y revenir, en Europe c'est la fin de quoi? Mais voilà, il y en a qui suivent, c'est bien. J'ai pas entendu, c'est quoi? Fin de la guerre de succession d'Espagne. Et notamment, cette guerre de succession d'Espagne, vous en souvenez peut-être, c'est le petit-fils de Louis XIV qui arrive sur le trône d'Espagne. Donc, France-Espagne sont réconciliés, mais surtout, globalement, la guerre s'arrête. Pourquoi c'est important? Parce que tant que la guerre avait cours entre les puissances européennes, eh bien, dans l'espace antillais, qui est un espace partagé, on pouvait se faire la guerre entre nations rivales. Et on va en parler dans un instant, mais c'était justement la légitimation de ceux qu'on appelle les corsaires. Je t'interromps tout de suite, et un des soucis sur Assassin's Creed, c'est que en fait on peut pas trop revenir en arrière, et donc je passe mon temps à faire des screenings, c'est-à-dire ce que nous on appelait à notre époque des imprimes-écrans, mais des imprimes-écrans vidéo. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on joue un personnage donc de pirate. Et donc il y a cette première scène qui pose le vocabulaire. Non, je n'ai pas fini à 1h du matin hier, etc. Donc on va regarder cette scène. Alors tu me passeras la surprise que j'ai eue en regardant ça. Alors le problème c'est qu'il faut peut-être que je remette le son. Serre, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il paie si bien. Mais il y a la marine royale. Tu toucheras une bonne solde entourée d'hommes d'honneur. Au diable, la marine royale. Pour chaque shilling que je gagne, le commandant en prend 600. C'est pas comme ça que je ferai fortune. Qui te demande de faire fortune? Je veux pas faire fortune, Caroline. Je veux juste pouvoir manger à ma faim. Je veux un toit solide au-dessus de ma tête. Je veux une vie décente. Tu seras parti avec ces corsaires. Combien de temps?
1 an, je dirais. 2, tout au plus. D'accord. Pas plus de 2 ans. Promets-le-moi. Caroline vient de me rouler, c'est faux. Alors moi, dans ma tête, je pensais, quel canard. Et voilà, mais bon, c'était chacun ses références. Alors, on va revenir sur le contexte que tu as évoqué quand on sera à la Havane, sur le contexte politique et compagnie. Là, moi, j'avais une question, mais vraiment très bête de gros noob. On voit que dans cet extrait narratif, il pose le personnage. Alors, si vous voulez connaître l'histoire, évidemment, il part pour faire fortune. Il est anglais, hein. Il part pour faire fortune et séduire sa belle et ramener une situation. Et en fait, il picole, il fait n'importe quoi, et ça rate complètement. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce début, c'est, en fait, je ne sais même pas la différence entre 4 mots que j'ai pu lire. Qu'est-ce qu'un corsaire, qu'est-ce qu'un pirate, qu'est-ce qu'un boucanier, qu'est-ce qu'un flibustier. Donc si, alors tu vois, tu es soumis au feu des questions, si tu peux nous dire ça pendant que je continue de naviguer un petit peu, je pense que je vais aller tuer des iguanes sur une île, et comme ça, on pose le vocabulaire. Quand tu tues l'iguane, tu me dis, je t'expliquerai ce que c'est qu'un boucanier. D'accord. On fait ça. En effet, vous avez tout un vocabulaire qui existe. Alors, le plus simple d'abord, c'est la différence corsaire-pirate. Je vais partir de corsaire parce que c'est la fonction annoncée par le personnage. Corsaire, en fait, d'abord, c'est reconnu par le roi. Un corsaire n'agit normalement qu'en période de guerre et contre les ennemis de l'État. Concrètement, c'est quelqu'un qui, le reste du temps, peut faire du commerce et qui, lorsque la guerre sur mer notamment est déclarée, va, au nom, par exemple, du roi de France, obtenir une autorisation signée du roi de France pour aller courir sus aux ennemis du pays. Donc c'est une sorte c'est bizarrement dit, mais c'est une forme de mercenariat finalement. On reçoit une autorisation du roi pour aller pourchasser les ennemis. Mais en fait, c'est une activité extrêmement encadrée. C'est-à-dire que lorsque vous avez cette lettre d'autorisation, vous ne pouvez capturer que les ennemis du roi. Quand vous les ramenez au port, vous passez par toute une procédure administrative, faisant reconnaître que votre prise est bien faite sur les ennemis, vous payez des impôts dessus, et ensuite vous vendez la cargaison, vous vendez le navire, et éventuellement vous réclamez une rançon. Donc c'est une activité qui est extrêmement encadrée, et qui est reconnue par un certain nombre d'États européens, qui est pratiquée aussi par un certain nombre d'États européens. Un pirate, en revanche, il peut s'attaquer à n'importe qui. C'est un hors-la-loi, c'est un forban, qu'il faut comprendre en 2 mots. Fort-ban, en dehors du ban, donc en dehors de la légalité. Et donc le pirate, lui, il peut sévir à peu près n'importe quel moment. Alors ça, c'est les termes génériques. Pirate, corsaire. Après, vous avez des déclinaisons locales. Alors, vous avez le terme de flibustier. Le terme de flibustier, ici, nous intéresse bien parce que c'est quelque chose qui est assez spécifique de l'espace Caraïbe et assez spécifique de la deuxième moitié du XVIIe. C'est-à-dire qu'à l'époque où commence le jeu, en fait, la flibusterie est complètement en train de disparaître pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est-à-dire que la paix étant arrivée, l'activité de corsaire, etc., est en train de décliner. Un flibustier, est-ce que c'est un corsaire ou est-ce que c'est un pirate? C'est toute la question. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez ambigu, pour une raison simple. Pourquoi c'est comme ça dans les Caraïbes? C'est que vous êtes loin de l'État central. Donc, aller contrôler ce qui se passe dans ces espaces maritimes, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça aussi que, sur le papier, on peut distinguer assez bien qui c'est un corsaire, qui c'est un pirate, sauf que quand vous êtes à des milliers de kilomètres de la France, avec personne pour vous contrôler, c'est déjà plus compliqué. Et puis surtout, au sein de votre existence, vous pouvez très bien être corsaire avec une autorisation officielle quand c'est la période de guerre, et puis une fois que c'est plus la guerre, vous faites quoi? Vous pouvez faire de la piraterie. Vous ne changez pas d'activité, mais vous continuez, sauf que à partir de ce moment-là, c'est illégal. Ou alors vous choisissez de courir sur la plage. Alors là, on voit nostalgie d'Arcachon en moins bourgeois, mais je cherchais un iguane et je n'ai pas trouvé. Comment? Il n'y a pas des bêtes à tuer. Non, pas là, et puis je n'aime pas trop faire du mal aux animaux. Je vais remonter Vous voyez, ce jeu est incroyablement réaliste. On nage quand même,
complètement habillés en bottes, dans une mer avec des vagues et avec des épées. Mais dans ce que tu dis, alors là pour le coup, de ce que j'ai vu dans le jeu, c'est vrai que c'est très très bien fait, c'est-à-dire que le personnage hésite toujours entre le côté corsaire et le côté pirate, c'est-à-dire la légalité de ce qu'il est venu faire, et il y a un jeu en fait de passage de l'un à l'autre qui est pas mal fait, alors évidemment interprété sous des formes morales, c'est-à-dire comme s'il y avait un choix précis de c'est bien ou c'est pas bien, mais on voit ce côté, et là bon j'ai pas fait de vidéo, mais on voit ce côté, comment dire, on est loin des instances qui nous surveillent, et donc effectivement il y a plus de jeu au sens de marge de manœuvre. Alors on est sur le bateau, quand on vient de voler après une bataille navale, on vient de recruter un héritage, n'importe quoi, un équipage. Et donc là, comme tu es spécialiste, on va commencer par visiter un peu vraiment cet espace. Alors en sachant qu'évidemment c'est un rafio, il est en mauvais état. Mais est-ce que, je vais me balader, je vais faire le tour du pont. Dis-nous ce que tu vois qui te paraît pas mal, qui te paraît bien fait, mal fait. Alors évidemment, tu as vu comment il tourne, hein. On peut quasiment faire des freins à main. On se croirait sur un parking à Coutras. C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement peut-être technique et puis l'équipage, ce mythe de l'égalité parfaite? Là, on est côté pirate, hein. C'est des pirates. Alors en effet, prenons le gouvernail. Là, vous êtes sur quelque chose effectivement de réaliste. C'est une roue de gouvernail. C'est l'une des innovations. Alors ça date un petit peu à ce moment-là, mais jusque pendant longtemps, on a gouverné à la barre. Et l'une des innovations, c'est le gouvernail des tambours. Donc ça, voilà, on est sur quelque chose d'assez emblématique, parce que quand vous passez bateau de cette époque-là, c'est évidemment à ça que vous pensez. Alors ça permet de mieux manœuvrer le navire, mais selon la taille du navire, ça se manœuvre plus ou moins facilement. C'est un navire relativement petit. Ouais, tu peux déployer les voiles par hasard ou pas? Ah, Tout est possible. super. Ça me rappelle Patrice Brun qui me disait tourne à côté du Parthénon, va à gauche, va à gauche. Okay. Donc là, les voiles. Voilà. Par contre, je peux pas trop changer de vision. C'est-à-dire que. Ouais, non, pas grave. Faut accélérer. C'est un peu condescendant. Donc là, on voit un tout petit peu mieux, d'ailleurs, que les voiles sont. Non, alors, parfait. Là, vous êtes. Alors, attendez, j'avais mes anti-sèches parce que je voulais trouver. C'est un brick comme type de navire. Ce qui nous intéresse, c'est des voiles carrées rectangulaires. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que c'est le type de voile, en fait, pour faire simple. Les voiles triangulaires, c'est celles qui permettent de manœuvrer au mieux. Les voiles rectangulaires, c'est celles qui prennent le plus de vent. Donc généralement, quand vous avez plein de voiles rectangulaires, c'est un navire qui va vite. Si c'est couplé avec des voiles triangulaires, ça manœuvre bien. Si c'est surtout des voiles triangulaires, c'est des choses, on verra peut-être d'autres modèles, mais qui permettent de naviguer au plus près de la côte, etc., mais qui pourront pas forcément aller très vite. Là tu vois, il y en a d'autres. Ouais, voilà. Les petites voiles à l'avant, vous voyez, triangulaires, ça c'est ce qui vous permet de bien manœuvrer. Et ça, typiquement, c'est quelque chose de plus léger, type, je sais pas, je dirais goélette ou quelque chose comme ça. Le navire corsaire, faut à la fois que ce soit léger pour aller vite, et donc avec des voiles suffisamment grandes, et en même temps, il faut qu'il y ait de l'armement à bord, donc un certain nombre de canons, pour pouvoir capturer waouh, c'est super cool. Alors en fait, regarde, ça monte encore. Voilà. Grimper, hein. Vous voyez l'ampleur des voiles qu'il peut déployer et qui permet de gagner en vitesse, parce que le but c'est d'être très vite sur sa proie et de se mettre au plus près pour pouvoir soit aller carrément à l'abordage. Donc généralement, c'est plutôt d'abord de la menace et du tir au canon longue distance. Sauf avec, alors je reviens à mon histoire de boucanier dont je vous parlais tout à l'heure, je vous en reparlerai. Mais l'une des caractéristiques des boucaniers, je ne sais pas si le terme vous est familier, le terme de boucanier, ça vient à la base de boucan. Boucan, c'est une espèce de grille qui vous permet de fumer la viande. Et donc à partir de là, et les boucaniers à la base, en fait, sont des braconniers. Et sont des gens qui restent beaucoup à terre. Mais au bout d'un moment, il y a tout un tas de raisons qui font qu'ils n'arrivent plus à vivre
de la chasse des animaux et du fumage des bestiaux qu'ils ont réussi à chasser. Et donc ils s'embarquent. Et pourquoi ça fait d'excellents pirates, flibustiers, etc. D'abord, c'est des gens bien nourris, donc physiquement ils sont solides. Puis deuxièmement, c'est des gens qui ont appris à tirer, et à tirer très bien. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que l'une des armes qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle le fusil boucanier, qui est un fusil hyper long, et qui permet notamment de tirer assez loin. Et les boucaniers, justement, sur ce type de navire font merveille, parce qu'avec ce type d'armes, ils peuvent, à longue distance, avant même d'aborder le navire d'en face, en fait, nettoyer littéralement l'équipage à coups d'armes à feu. Donc, voilà. Si tu veux, on peut aller voir les canons. Je fais un plongeon tout à fait réaliste. Voilà. Tous les jours en Derlos on fait ça. Et donc là on est sur le côté, donc on voit certains canons. Je vais essayer d'aller les voir de plus près. Alors comme j'ai regardé ton truc Twitter, canon de 36, c'est canon de 36 livres. Ça veut dire quoi? Ça tire quoi? Alors, le canon de 36 livres, vous ne l'aurez pas là-dessus, même si c'est mon héros à moi, le canon de 36 livres. Le canon de 36 livres, en fait, c'est porté dans la marine française, même pas dans la marine anglaise. Les Anglais portent du 32 livres maximum. Le 36 livres, c'est le poids du boulet qui est expédié. Voilà, ça vous donne une idée. Ça, je dirais, sur ce type de navire, c'est plutôt du canon de 12. Le plus gros que vous pourriez trouver, c'est du canon de 18. Là, je dirais du canon de 12 à vue de nez. Hein. Alors, je te coupe un petit peu, petit screening qui est l'introduction en fait du jeu. Et effectivement, tu vas me dire, parce que là, tu viens de nous dire qu'ils pouvaient nettoyer les gens à distance. Donc l'entrée dans le jeu, elle se fait par cette cinématique suivante, si je dis pas de bêtises. Quelqu'un le voit? À vos pièces! Alors là, évidemment, on voit la dramatisation cinématographique par rapport à évidemment tout le passif du cinéma. Bon, ça, je le répète à chaque Containing Game, hein, le jeu vidéo n'est en fait pas pour tout, pas tout le temps, mais pour l'instant, bien que ça change, un petit frère ou une petite sœur du cinéma. Ça, très souvent, ça s'abreuve au cinéma. Et j'avoue, bon là c'est le côté joueur, j'ai trouvé que les combats à l'épée sur les bateaux sont vachement bien faits, on ressent vraiment le côté un peu film de KPDP sur sauf que c'est pas sur le sol, et que j'ai appris à 32 ans que le film de KPDP c'était pas KPDP, quoi. Chacun ses problèmes. Est-ce que là ça te paraissait réaliste, cette espèce de bataille rangée très Stalingrad à grands coups de boulet, ou pas du tout? Alors, la bataille à coups de boulet, c'est pertinent, simplement pas à cette proximité-là. Parce que là, ils sont quand même très très près. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir des canons qui tirent suffisamment loin pour le faire à distance. Mais là où il faut nuancer un tant soit peu aussi, c'est que le but d'un pirate ou d'un corsaire, c'est de récupérer le navire d'en face. Si vous commencez à tout canonner et à lui faire des trous dedans, d'abord, vous n'allez pas vendre le navire et vous n'êtes même pas sûr de récupérer ce qu'il y a à bord. Donc le canonnage dans la coque, c'est plutôt un truc de navire de guerre. Et même nous, l'image qu'on a des canons qui se tirent dessus sur les navires, on se dit, ah bah tiens, ils tirent systématiquement dans la coque pour faire des trous. En réalité, l'une des autres stratégies est plutôt d'avoir ce qu'on appelle des boulets chaînés. J'adore celui-là. C'est-à-dire deux boulets avec une chaîne au milieu, parce que quand vous tirez, le truc il commence à partir en toupie et il fracasse les mains. Parce qu'une fois que vous avez coupé les mains, vous n'avez pas touché au reste de la coque. Normalement, votre cargaison, elle est à peu près intacte. Mais s'il n'a plus de mât, s'il n'a plus de voile, le truc ne bougera plus. Donc, il ne faut pas se rater. Ça va donner des idées pour les prochaines manifs. Voilà, visez les mains. C'est important, visez toujours les mains. Donc, le but du jeu, normalement, c'est aussi en quelque sorte d'afficher son déséquilibre. C'est-à-dire que si c'est un navire relativement léger et qui voit arriver en face un corsaire bien armé, il préfère hisser le drapeau blanc. C'est là qu'on retrouve la différence entre les corsaires et les pirates. C'est-à-dire que si le navire en face s'annonce comme un corsaire,
l'équipage du navire qui est menacé, c'est que, à la limite, vaut mieux hisser le drapeau blanc. On fait ce qu'on peut pour s'enfuir, mais si on hisse le drapeau blanc, on sait qu'on aura la vie sauve, peut-être plus sûrement que s'il y avait un affrontement. Si ce sont des pirates, là vous engagez le combat, parce que vous savez absolument pas, ou si malheureusement vous savez trop bien ce qui risque de vous arriver. Donc là, à l'époque, quand même, la différence pirate-corsaire, elle pouvait être assez sensible. Merci beaucoup. Encore une fois, moi je fais mon TNL uniquement parce que je suis ignorant et que j'aime apprendre des trucs. C'est bien, j'invite les collègues, on discute. 2 petites questions sur cette phase sur le bateau et après on va partir à la Havane, donc n'hésitez pas si vous avez des questions précises là sur les cordages, comment ça fonctionne. Une question purement technique, et vous voyez bien que du coup ça c'est aussi un leitmotiv des Mountaineering Games, c'est-à-dire que être en mesure de commenter un jeu comme ça veut dire être très très solide sur l'histoire matérielle. Et donc très souvent c'est une ligne de fracture entre des historiens universitaires qui vous harcèlent avec des courants historiographiques et épistémologiques de l'école des annales et qui n'ont jamais vu un flingue, et qui donc sont incompétents pour commenter tout ça, sauf Caroline, et des gens qui sont des reconstitutionnistes, des gens qui sont vraiment très précis là-dessus, voire pour le monde du jeu vidéo, des modeurs. Les modeurs, c'est les gens qui récupèrent les jeux pour les faire mieux quand ils considèrent qu'ils ont été mal faits, en remettant des textures, et ça c'est souvent le cas sur des RTS de jeux de guerre, où souvent ça refait tout de fond en comble. Donc tout ça pour dire que moi j'ai des questions bêtes, où est-ce qu'ils sont fabriqués ces bateaux? Enfin tu vois, comment on fait un truc comme ça avec des mâts? Et après, n'hésitez pas pour les questions sur cette séquence-là, on voit bien que dans la mythologie du pirate, vraiment là ils sont tous en train de glander et de picoler, on dirait des L1 le jeudi soir. Et du coup, dans la séquence précédente, elle était facile. Sauf que là, il n'y a pas marqué le grizzly. Voilà, il y a marqué bateau. Mais là, ils ne travaillent pas, enfin, ils font rien du tout. C'est quoi dans la séquence précédente, on a rencontré pas le quartier maître, mais le second, je ne sais plus le terme, qui est une personne afro-descendante. Et il y a une négociation à un moment donné en disant ok, t'es noir, t'es afro-descendant, mais je veux bien que tu sois mon second parce qu'en fait c'est toi qui sais piloter. Et donc le personnage accepte ça. C'est quoi cette idée de démocratie à bord? Enfin voilà, 2 petites questions, où c'est fabriqué et est-ce qu'il y a vraiment une égalité entre les gens sur les bateaux? Voilà, des questions basiques. Enfin basiques pour moi parce que je connais rien. Alors, ce type de navire, en fait, même si ça a l'air impressionnant comme ça peut être fabriqué assez largement dans des chantiers relativement simples, sur les petites jolies plages qu'on a vues tout à l'heure. Ce qui pose vraiment problème, c'est les gros navires de guerre. Je ne sais pas si on en verra. Ça, c'est des trucs qui sont, voilà, les 3 ponts, c'est construit dans les arsenaux. Mais ce genre de choses, dans les chantiers de la Havane, par exemple, etc., ça peut se construire assez facilement. À ceci près, en effet, que dans l'espace antillais, le problème qu'ils ont, c'est qu'on a quand même des équipements moins avancés. Donc on a un certain nombre de ces navires qui sont construits dans les eaux européennes et qui ensuite arrivent. L'enjeu est d'avoir sur place des infrastructures pour réparer. Sur des navires de commerce, etc., ils ont ce qu'il faut. Ensuite, il y a un vrai déséquilibre entre les nations européennes. Les Espagnols ont un vrai arsenal dans la région. Le problème des Français, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à avoir un arsenal suffisant. Et alors, on parlait d'historiographie, école des annales et compagnie. Mais je me souviens, il n'y a pas si longtemps, d'un colloque sur les arsenaux que j'avais fait. Et j'avais, sans le vouloir, lancé une espèce de polémique entre 2 historiens. L'un soutenant que oui, il y avait les infrastructures sur place pour remplacer. L'autre expliquant que l'une des raisons de la maigre implantation ou des difficultés françaises dans l'espace antillais était que la France ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour réparer sur place. Le deuxième étant tout de même Olivier Chaline. Donc je salue le courage du premier qui avait essayé d'argumenter contre. Ça a été un peu... C'était dur à voir. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est des questions qui restent encore en suspens chez les historiens. Et j'ai oublié ta deuxième... Ah oui. La démocratie dans les... Enfin, l'égalité soi-disant des équipages. Ouais, alors l'égalité des équipages, de toute façon, par principe, il ne peut pas y avoir d'égalité, puisque s'il y a bien un milieu hiérarchisé, c'est le milieu du bord, qui est hiérarchisé déjà par les fonctions prises en charge. C'est-à-dire que typiquement, il y a un capitaine, il y a un second, et puis il y a des matelots, il y a des gens qui ont des postes, et cette hiérarchie de la spécialisation induit
de toute façon des rangs hiérarchiques. Après, le vrai problème à bord, c'est pas l'égalité, c'est l'acceptation libre de l'autorité. C'est une autre façon de considérer cette problématique, et en effet, vous avez régulièrement des problèmes de respect de la hiérarchie sur ce type de navire. C'est-à-dire que la tradition pirate veut un peu que le capitaine soit en quelque sorte élu par son équipage, alors que dans la marine, aussi bien française que anglaise, eh bien, il y a l'avancement par l'ancienneté, l'importance du rang, de la naissance, etc. Enfin bon, tous les officiers français et anglais sont d'origine noble, voire aristocratique. Là, évidemment, sur un navire pirate, c'est absolument pas ça. Et vous avez cette fameuse scène dans Pirates des Caraïbes où vous voyez qu'il est débarqué par son équipage et remplacé par un autre parce qu'il n'a pas été à la hauteur. C'est pas qu'une pure invention. Vous avez parmi les pirates de l'époque qui évoluent dans la région un certain Charles Vane, je crois même qu'on le voit un moment dans le jeu, et qui se fait, l'équipage n'est pas d'accord avec sa décision, donc il se fait débarquer et remplacé par son second, qui est Jack Rackham, je crois, qui est aussi l'un des grands pirates, l'une des grandes figures connues de pirates. Donc voilà, hiérarchie du bord, mais hiérarchie choisie par eux et librement acceptée. Le problème des personnes de couleur à bord est extrêmement intéressant. C'est pas une invention en mode politiquement correct. Non, il y avait des noirs dans les équipages. Comment ils sont arrivés là, ça peut être assez compliqué. Et... J'ai tiré, c'est pas grave, je vais aller me battre, mais au moins ça fera pas de bruit. Vas-y. Ça va vite se terminer. Voilà, je crois en toi. Et donc il y avait des noirs dans ces équipages. Alors soit des esclaves marrons, c'est-à-dire des esclaves qui s'étaient échappés et qui trouvent en fait à s'embarquer dans ces équipages, soit parfois les pirates s'attaquent au transport d'esclaves. Alors faut pas croire que ce sont des abolitionnistes. Hein. Généralement ils vont revendre la cargaison parce que humaine ou pas, une cargaison c'est une cargaison. Ça va, c'est moyen bof. C'est moyen bof. Alors attention, là on tire du canon. C'est très moyen bof. Mais tire dans les mains, vas-y, tire dans les mains. J'en suis pas. Heureusement qu'il y a eu Assassin's Creed Odyssey pour aider les gens comme moi. Des heures en mer Égée. Alors vous voyez déjà le pauvre navire, là, hein, votre prise, qu'est-ce que vous allez ramener? Alors, le drapeau espagnol, voilà ce qu'on va ramener. Hasta luego, hasta luego. Ah, mais si, regarde, il y a une cargaison, On était en plus sur un sujet intéressant. Alors là où évidemment c'est quand même assez peu crédible, elles flottent quand même pas leur cargaison. Si, regarde, on va aller la chercher. Bien sûr, ça c'est hyper réaliste, hein, bien évidemment, la cargaison ça flotte, hein, c'est connu. Les stocks d'or et d'argent ça flotte. Donc, alors par contre, voilà. Du rhum, du sucre. Oh bah oui, ça flotte le rhum et le sucre. Alors justement, un point éventuellement sur les cargaisons et qu'est-ce qu'on pouvait essayer de choper à l'époque dans la zone. Ben, je vous l'ai dit, ce qui intéresse les puissances européennes dans les colonies, c'est tout ce qu'on peut y produire. Donc ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais au départ, c'était de l'or et de l'argent. Et évidemment, la raison pour laquelle on cible les flottes espagnoles, c'est la fameuse flotte des Indes, c'est-à-dire cette espèce de convoi gigantesque. Alors là, c'est pas ce qu'on voit parce que, de toute évidence, c'est des navires isolés. Vous vous doutez bien que quand des navires transportent des richesses considérables, ils ne vont pas circuler tout seuls, isolés et démunis. Donc vous avez un système qui est vraiment une route organisée avec des convois, c'est-à-dire tous les navires qui partent ensemble et qui sont protégés pour le coup par des navires de guerre, et un système espagnol qui fait la force de l'Empire, c'est-à-dire des routes très organisées où on part de la péninsule ibérique, on part en particulier de Séville. Séville, c'est la porte des Indes, et à notre époque d'ailleurs, Séville vit en quelque sorte ses dernières heures, parce que le problème c'est que Séville est très à l'intérieur des terres, sur le fleuve, et le fleuve commence à s'enliser, et donc les navires ne peuvent plus remonter. Et donc on va transférer
Le site, c'est là où vous avez la fameuse Casa de Contratación. C'est-à-dire, la Casa de Contratación, c'est là où vous payez les impôts sur tout ce qui revient des Indes. Elle va être déplacée de Séville à Cadix, parce que Cadix, c'est un port de front de mer, et donc c'est Cadix qui va devenir le point de départ. On part de Cadix avec toutes les marchandises manufacturées, et on prend la route des Indes avec deux destinations plutôt sur le continent. Bon, je vous passe le détail, mais surtout ils vont sur place acheter toutes les marchandises qui nous intéressent, et ensuite, ça va nous intéresser après, la flotte se regroupe à La Havane, et c'est de La Havane qu'elle repart ensuite vers l'Espagne. Eh bien, on va aller à La Havane. Il y a des questions sur cette phase maritime et batelière. Tout d'évidence, oui, plein. Madame d'abord, et puis ensuite on descendra dans les travaux. Alors j'avais une question. J'avais vu un jour pour tout ce qui était des couleurs des pirates, les drapeaux en général, expliquer les intentions des pirates, par exemple les drapeaux noirs pour les autres qui faisaient le quartier. Ils allaient épargner une partie de l'équipage, et mon drapeau rouge signifiait qu'il n'y avait pas de quartier. Est-ce que ça c'est vrai ou c'était vraiment chacun choisissait sa couleur comme il le souhaitait? Alors là où c'est vrai, c'est que ça renvoie à une pratique commune dans la marine qui est que quand vous êtes sur mer, vous ne pouvez pas vous fier. Le problème, c'est comment vous transmettez les ordres. Donc vous avez ce qu'on appelle le système des signaux. Donc là, je parle de ce que je connais bien, c'est-à-dire la marine de guerre. Et le grand jeu, alors soit il y a des codes universels, mais en réalité, chacune des marines avait un jeu de signaux, parce que le but était que l'adversaire ne comprenne pas la manière dont vous communiquez vos ordres à vos hommes. Et donc, le grand jeu militaire était de capturer les signaux des autres, parce que même il arrivait que la flotte parte sans savoir quels seraient les signaux, et les reçoivent quasiment à la veille de la bataille pour que le secret soit gardé, etc. Et vous avez tout un système, en effet, où la couleur et la position signifient l'ordre que vous voulez transmettre. Et c'est comme ça que je me suis payé un vrai fou rire, puisque moi j'ai travaillé chez le fournisseur de la marine de guerre. Il y a eu une année où ils ont voulu économiser sur la marchandise, et pourtant les pavillons ça coûte pas cher, mais ils ont pris des pavillons de mauvaise qualité, et quand ils ont ouvert les pavillons pour communiquer, les couleurs avaient disparu. Donc ils se sont retrouvés avec des trucs et des couleurs complètement passées, et on ne pouvait pas communiquer. Donc qu'il y ait ce système de code, indéniablement, que les choses soient aussi codifiées chez les pirates, là je m'avancerai moins, tout simplement aussi, et c'est là où le jeu, non pas vous ment, mais vous vend quelque chose de très documenté, etc., qui n'est pas conforme à la réalité. On manque singulièrement de documentation sur ces personnages. C'est-à-dire que ce que vous avez au mieux, ce sont leurs procès, une fois qu'on les a capturés, ou alors, déjà à l'époque, un certain nombre de textes plus ou moins romancés, et en particulier l'un des textes les plus célèbres, dont quelqu'un le sait dans cette salle, c'est un texte de Daniel Defoe. Voilà, la fabuleuse histoire des pirates, etc. Donc, il y a une forme de romancé, en fait, à l'intérieur, qui fait que, sur les types de pavillons, etc., moi je suis un peu mal à l'aise parfois de vous dire ça, parce qu'en plus tout le monde reprend l'info. Donc au bout d'un moment, vous savez ce que c'est, quand une info est reprise 15 fois, vous avez tendance à croire que c'est vrai. Mais moi j'aime bien le vrai document de base. Voilà, là j'élimine bien. Oui. Alors la question est un peu simpliste, mais une fois que les mâts étaient découpés par les boulets chaînés, qu'est-ce qu'on faisait de la carcasse? Est-ce qu'on récupérait évidemment la marchandise, mais est-ce que la carcasse était coulée? Est-ce qu'on essayait de la récupérer ou d'en récupérer une partie? Ça dépendait à quel point les mâts étaient cassés, parce qu'on pouvait aussi réparer. Ces navires-là, ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'ils embarquent normalement des pièces de rechange, et en particulier une partie des mâts de rechange. Alors ça, pour la marine de guerre, par exemple, c'est hyper documenté. Vous êtes censé, en tout cas, avoir le double de tout ce qui peut casser. Donc, ce qui veut dire aussi que ça prend pas mal de place. À mon avis, ici, c'est beaucoup moins le cas. La question, en fait, tout dépend. Soit vous avez de quoi vous embarquer sur votre propre navire et vous coulez si c'est trop endommagé. Ça dépend du temps qu'il fait. Est-ce que vous pouvez éventuellement remorquer? Est-ce que vous êtes loin de votre base? Est-ce que la coque, elle en vaut la peine?
Donc en fait, c'est vraiment, à mon avis, au cas par cas que ces choses-là peuvent se décider. Des dernières questions peut-être pour cette séquence, ou deux dernières questions, ouais. Moi j'ai une question par rapport à la flotte des Indes. Du coup, vu qu'elle voyage en convoi, à partir de quel moment du coup, les pirates pouvaient justement s'en prendre aux navires? Est-ce qu'ils attendaient le moment où la flotte se passait? Est-ce qu'eux aussi s'organisaient en groupe afin de pouvoir intercepter une partie de la flotte, etc. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Les pirates, ils peuvent attaquer, justement, je vous ai dit, la flotte, elle se réunit à Cuba et à La Havane avant de repartir. Dans ce mouvement de convergence dans la zone des Antilles, là, vous pouvez en avoir qui sont isolés, qui sont déjà chargés et qui ne vont pas encore traverser l'Atlantique. C'est à ce moment-là que vous pouvez les capturer. Et j'ai pas la carte en tête, mais on sait qu'il y a des zones particulières où on va guetter parce qu'il y a un chenal, et donc le navire, et on peut s'embusquer à tel endroit. Donc là, les pirates, en fait, connaissent bien les lieux, les marins aussi, c'est-à-dire qu'ils savent les coins où sont embusqués éventuellement les pirates, etc. C'est un peu comme les coins à champignons en Dordogne, quoi. Vous ne donnez pas l'info, quoi. Voilà, exactement. Mais donc ils peuvent être capturés comme ça. Après, sur la problématique de la flotte des Indes, là, ça prend une telle ampleur que je dirais que c'est plus forcément un problème de pirates, ça devient un problème de corsaire. Parce que le corsaire, on le voit toujours aussi comme un individu, un individu qui a pris sa lettre de marque, etc. Mais en réalité, la course, vous avez aussi ce qu'on appelle la course d'État. C'est-à-dire que la capture du vaisseau, du convoi d'en face, peut être assurée carrément par toute la flotte de guerre française. Et un autre exemple européen, là aussi une de vos camarades fait son mémoire de recherche là-dessus, c'était pendant la guerre d'Allié d'Augsbourg, la problématique de la prise du convoi de Smyrne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de gros convoi qui part du nord de l'Europe et en particulier d'Angleterre pour aller chercher à Smyrne toutes les richesses du Levant et revenir avec. Chaque année, l'enjeu de la flotte française est de choper le convoi de Smyrne. Alors ils patrouillent à l'ouverture de la Manche et une fois, deux fois, trois fois le truc passe. Et une autre fois, ils arrivent à tomber dessus parce que finalement la Manche c'est plus grand qu'on ne le croit. Et ça va donner ce qu'on appelle la bataille de Lagos en 1893 où ils capturent le convoi de Smyrne. Dans l'affaire, vous avez Jean Bart, etc. Enfin voilà, là aussi un personnage intéressant qui a été à la fois officier du roi, corsaire et par moments pirate. Donc voilà, c'est un milieu de marins avant tout, et ils peuvent occuper différents postes. Donc voilà, en fait, selon le moment et selon le nom, vous avez des stratégies qui s'adaptent. Une petite dernière. Question à la con. Comment tirer des boulets chaînés avec deux canons, avec un seul canon? Non, en fait, vous mettez dans le même canon, il y a deux boulets avec une chaîne au milieu, vous rentrez le premier boulet, la chaîne le deuxième, et ça lance le truc. Et en fait, quand c'est lancé, ça se met en toupie. Les boulets sont plus petits? Non, pas forcément, parce que c'est une question de calibre. C'est-à-dire que vous rentrez le premier boulet, la chaîne suit derrière, le deuxième boulet, vous mettez la bourre, le truc et tout, vous mettez le feu, et ça part comme si c'était un boulet sans. Alors, là, ça devient hyper intéressant parce que vous avez des écoles de canonniers, et notamment les Français étaient réputés pour ça. C'est-à-dire qu'ils étaient réputés pour être capables de tirer comme il faut et de démater. C'est sur ça qu'ils faisaient une réputation, tandis que les Anglais étaient plus renommés sur le tir à la coque. Parce que le but de la coque, par exemple, une chose qui n'est pas forcément connue, il n'y a pas qu'une coque. Il y a une coque, il y a des renforts en bois, et il y a une deuxième coque. Et donc il y a une partie en creux, et le but du jeu est au moins de défoncer l'une des deux, parce qu'après l'eau rentre dedans. J'imagine trop le commentaire Yelp de Bordeaux-Montaigne. T'as fait quoi pendant 5 ans? J'ai appris à faire des cocktails Molotov avec les contemporanéistes et des canons matés avec les modernistes, on est bien. Est-ce que c'est bon là-dessus? On part à la Havane? Yes. Donc voilà, vous avez le plan, je me suis mis sur le bas du bateau pour qu'on ait une vue quasi zénithale de la ville, donc voilà, on va y arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par me balader un peu dans la ville, mais en mettant le son, pour qu'on entende parler les gens, et puis ensuite on part sur la série de questions donc de cette zone où il y a beaucoup de pouvoirs concentrés, beaucoup de personnes, de PNJ, de personnages non joueurs, donc de personnes, des bâtiments, de l'architecture,
et ça va nous rappeler à tous nos voyages dans les Caraïbes, c'est-à-dire surtout les miens. Et donc voilà, on y va, j'essaie de remettre. Et on a tous été étudiants sans argent. Économisez sur les billets au Grizzly et vous pourrez partir. Voilà. Comme pour les Jeux Olympiques à Paris, voilà, vous arrêtez de respirer et puis c'est pareil. Hop. Alors, donc, on a le. Donc, voilà, on arrive sur cette agglomération qui, évidemment, en termes d'Assassin's Creed, est un peu le cœur de cible. Moi, c'est marrant en termes de joueurs. Quand j'ai commencé à jouer, ça commence dans la jungle. Et tout de suite, je me suis dit, waouh, on est pas loin de la sortie de Tomb Raider sur PS4. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a les mêmes mécaniques, un open world où il y a les capacités techniques de représenter les végétaux, la lumière, des choses un peu plus immersives. Mais il n'en reste pas moins que. Alors attendez, je vais juste vérifier que je ne vais pas m'écraser sur le truc. Une grande spécialité. Allez, ça se tente. Oh non, c'est très mal barré. Yes. Très très large. Pardon. Toc, c'est bon. Hop. Donc, on arrive dans cette ville-là. Je vais remettre le son. Et c'est vrai que, bon là, encore une fois, comparaison d'Assassin's Creed les uns avec les autres, j'étais vraiment assez étonné de la qualité, voilà, c'est 2013, hein, de la qualité du moteur graphique, de tout ça. Je pensais pas que à cette époque-là, ils en étaient déjà là. Donc, je remets un peu d'audio. Alors, la musique en tant que telle, on va surtout mettre les voix. On va pas mettre que les voix, sinon ça va faire bizarre. On écoute ça. Un mime. Enfin, c'est un glitch. Si la limpieza es sinónimo de santidad, entonces soy una virgen. Si la limpieza es sinónimo de santidad, entonces soy una virgen. Hola, guapo. ¿Qué onda? Que ningún hombre va a mostrarme cómo se ama a una mujer. Alors c'est insupportable, l'espagnol vu par les Américains. Voilà. Comment c'est? Ah, solamente por la noche cuando una mujer muy caliente. Bon, voilà quoi. C'est juste pour se mettre dans l'ambiance sonore. Voilà, une ambiance non sonore. Le gars crie mais sans bruit. Ouais, il faut observer tout ça et après j'éteins le son. Pour ça. Voilà, Manu Chao. El pueblo unido, jamás será vencido. Et c'est ce moment, hier soir, vers minuit, je me suis dit, purée, faut inviter la note. On est deux. Faut le Star System, et je me suis dit, c'est un peu trop tard de me prévenir 4 heures avant le truc. Donc voilà, on entend de l'espagnol. Plutôt à Nassau, on entend aussi de l'anglais. On voit des femmes de joie, et donc j'éteins le son pour que malheureusement Alors évidemment, dans la vidéo montée sur YouTube, il y aura le son, il y aura un mixage son incroyable. Et là, on ne peut pas le faire, donc je fais silence et on va pouvoir visiter une ville silencieuse et poser toutes les questions qu'on a envie de poser. Alors, on vient d'arriver. Voilà. Ah, vamos, correct. Alors, si vous voulez apprendre du vocabulaire, comment dire, un peu, par exemple au Mexique, pour dire c'est super, on dit que padre. Quand c'est vraiment super, on dit padre fimo. Et on dit pas bonjour, comment tu vas, on dit que onda, quelle vibe. Non, laissez-moi tranquille. Voilà, alors on se balade sans le son, tu me dis, alors moi évidemment j'ai 2500 questions, ça peut être sur les personnages, ça peut être sur l'architecture. On va revenir dans le port. Ouais, je veux bien. Est-ce que c'est normal d'avoir des Espagnols, des Afro-descendants, des femmes prostituées? Comment du point de vue des personnages, est-ce qu'elle est claire? Je précise que c'est une mauvaise manip. Allez, je me démerde, je sais pas ce que je vais faire. Allez, je passe. Je vais regarder une carte au trésor. Voilà, de toute évidence, un gros succès de Monsieur Annoteur dans le jeu, quoi. Les personnages, première chose, tous ces tonneaux, typiquement. Oui, je me bats et... Voilà, vas-y. Omniprésence des tonneaux, parce que mode de conditionnement habituel de tout ce que vous ramenez d'Europe, ça c'est assez classique. Population de prostituées dans les villes portuaires, là aussi,
un grand classique. On joue aussi en partie avec les clichés. Elles n'attendaient pas forcément au pied du bateau. Vous allez plutôt les trouver dans les cabarets, etc. Ce qui m'intéresse, c'est en effet, vas-y, avance un petit peu. Là, on commence à avoir un certain nombre d'étals. Donc là, on voit des poissons, etc. Où est-ce qu'il est passé la canne à sucre? Juste après, je crois. C'était plus long. Ouais. Je suis désolée, je ne regarde pas. Parce que je suis malade. Voilà. Ça, c'est de la canne à sucre, typiquement. Alors, c'est aussi un peu une représentation, histoire de dire, on a mis de la canne à sucre sur le côté, vous voyez, parce que la richesse des îles, c'est la canne à sucre. Sauf qu'on ne vend pas de la canne à sucre comme ça. La canne à sucre comme ça, elle reste dans les plantations, c'est-à-dire les exploitations, on dirait les fermes chez nous. Et la canne à sucre, elle est transformée dans les habitations, c'est le nom de l'exploitation, en sucre. C'est-à-dire qu'on la broie, on en extrait du jus, le jus est cuit, il cristallise, et ça vous fait du sucre brut, etc. Mais voilà, c'est leur façon à eux de signaler que la richesse c'était la canne à sucre. Alors, pour celles et ceux qui étaient là hier, mais ils n'étaient pas nombreux, c'est exactement l'équivalent dans le jeu d'hier, Plectel Requiem, qui se passe en 1350 en Provence, de l'intégration d'un peu de lavande. C'est-à-dire qu'on veut signifier qu'on est, quand je dis on, les game designers, les level designers, tous les designers possibles qu'il y a dans ce genre de grosses boîtes, ou de moins grosses boîtes, ils veulent que le joueur qui n'y connaît rien repère où il est, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans l'univers, quand bien même il n'est pas réaliste, etc., quand bien même il y a des questions de gameplay qui font que, alors comme disait pour le coup la semaine dernière Ézéchiel Jean Couret sur le jeu de Plectel, il dit votre rue elle est complètement pourrie, elle ne devrait pas être comme ça, et le game designer, enfin le level designer lui a répondu oui mais si on ne met pas des couleurs vives sur les murs et de la boue sur le sol, les joueurs sont perdus. Et ça, ces questions-là, c'est toujours la même chose, c'est comment la vérité ou le vernis historique et la jouabilité se conjuguent ou se confrontent. Alors là, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, en fait, on est dans l'ordre de l'évocation. Les gens savent à peu près que dans les Caraïbes, il y avait une culture de la canne à sucre. C'était dans ce commerce triangulaire, vous prenez des esclaves sur les côtes africaines, Afrique de l'Ouest, Afrique aussi du centre, convoyés par certains Africains sur les côtes aussi, vous les emmenez, vous les échangez contre les matières premières, puis contre les produits manufacturés, c'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Mais de ce point de vue-là, c'est hyper malin, il n'y a pas beaucoup de choses à faire en programmation, en texture, on vous balance de la canne à sucre, le joueur ou la joueuse a ce qu'il attend, c'est-à-dire l'évocation simple du truc. Et ça, bon, c'est intéressant de ce point de vue-là. Alors, là justement, on ne va pas beaucoup plus loin, regardez ce qui est suspendu. Vous arrivez à lire? Oui. Tabaco, parce que l'autre exploitation de l'île, et en particulier de Cuba, ça va être énormément le tabac. Et je crois que si tu peux aller près de l'étal là-bas, il y a un ou deux étals où on voit des feuilles en train de sécher. Ah, t'aimes vraiment pas. C'est oui, pas non, les bateaux que t'aimes pas. Non, c'est le jeu. En fait, je suis malade pour les films en caméra à l'épaule. Donc les jeux vidéo, si vous voulez, pour moi, c'est mort. J'aimerais beaucoup, mais... Je vais aller hyper doucement. Ça va comme ça ou pas? Ouais. Si je vais très doucement. Ah non, mais t'inquiète pas, là, déjà, c'est... Ok. Trouve-moi du tabac en train de sécher. Trouve-moi du tabac en train de sécher. Bon, là, il y a du poisson. Du poisson. Là, à gauche. Ça. Ok. Voilà, je pense que ça, typiquement, vous voyez, ce sont des feuilles de tabac en train de sécher. Et donc je pense que là aussi, on est sur une logique un peu d'évocation. Alors il y a des endroits où c'est encore un peu plus net, mais vous voyez, il y a eu la pancarte Tabaco, il y a des feuilles de tabac ici ou là qui sont représentées en train de sécher. De la même manière, alors je connais moins où se faisait la cueillette de tabac, mais je pense que là aussi, les séchoirs, en fait, ils étaient directement sur les propriétés, et les trucs, ils n'étaient pas forcément mis à sécher en ville. Je pense qu'ils étaient déjà vendus, préconditionnés, etc. Mais en tout cas, c'est une façon d'évoquer les deux grandes richesses de l'île de Cuba, à savoir la canne à sucre qui a été implantée plutôt au XVIe, et puis le tabac, parce que Cuba finit par avoir le monopole en fait, du tabac dans la zone. Promis, je m'arrête dès que tu te retournes. Je ne bouge plus. Voilà, tout simplement, architecture coloniale espagnole. La Havane, c'est une ville qui a été fondée en 1515. On est sur, donc vous voyez, assez peu de temps après l'arrivée de Christophe Colomb.
selon une mécanique assez bien connue dans les espaces coloniaux, c'est-à-dire qu'on va s'implanter d'abord sur les espaces portuaires, simplement parce qu'on arrive en bateau, et là où on arrive, on va fonder une ville. On fonde des villes sur des espaces où il n'y avait rien ou presque avant. Donc on trouve, à la différence des villes européennes avec des petits centres médiévaux, des petites rues contournées, etc. Là, un plan, vous voyez, assez largement orthonormé, donc beaucoup de choses à angle droit, etc. Et puis une ville, voilà, caractéristique de la colonisation espagnole, beaucoup d'églises, bien évidemment, parce que la colonisation espagnole, c'est aussi d'abord l'implantation des pouvoirs. Donc vous avez le pouvoir civil, et La Havane notamment, alors je pense qu'il y a des interlocuteurs dans le jeu qui sont des personnages de pouvoir. La Havane, ça devient ce qu'on appelle une capitainerie générale. Donc c'est le type d'administration, de structure administrative que vous pouvez avoir dans l'Empire espagnol. Vous avez donc le pouvoir civil, le pouvoir religieux, bien évidemment, qui sont les deux éléments très structurants dans un pays qui est quand même très loin de la métropole. Et là, une forteresse aussi grosse que ça Oui, ça c'est tout à fait possible, parce que Cuba, comme c'est le centre d'implantation, ça devient même en fait la base de la colonisation du reste de l'espace par l'Espagne. Ça devient donc même le site de la capitainerie générale. Et puis, évidemment, il faut ce type de fortification parce que vous avez un certain nombre de navires de commerce. Et puis parce que, je vous l'ai dit, c'est des espaces où il va y avoir de grosses conflictualités coloniales, avec des tentatives de prise des îles, etc. Si je prends l'île de Saint-Christophe dans les Antilles, elle est passée par un peu toutes les nationalités. Elle a même été, pour reprendre ce qu'on voyait tout à l'heure, la propriété des Templiers. Alors ça, c'est des choses que j'avais un peu débriefé, justement, parce que quand c'était donc vrai. Et ben voilà, exactement, quand j'ai vu le truc, parce que en mode fact-checking, je suis allée me renseigner sur le jeu, et d'un seul coup, je vois les Templiers. Je fais, qu'est-ce que les Templiers viennent faire ici? Moi, les Templiers, c'est à cette époque-là l'ordre de Malte. Alors oui, ils chassent des pirates, mais c'est plutôt des barbaresques de Méditerranée, là on est d'accord. Mais je suis allée vérifier, et effectivement, en fait, les Templiers, notamment, ont été pendant un certain nombre d'années les propriétaires de l'île de Saint-Christophe, qui a été initialement colonisée par des Français. Donc c'est avant notre jeu, mais voilà, sachez que la présence de l'ordre de Malte dans cet espace-là, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est pas complètement incohérent. Ils sont partis sur un bout de base historique qu'ils ont un peu détourné, mais oui, il y a eu des Templiers jusque dans l'espace caraïbe. Donc là, je me suis un peu baladé pour voir les différents grands espaces. Deux questions qui me viennent. Enfin, bon, là, évidemment, moi, j'ai la spécialiste, je pose toutes les questions qui me viennent, mais je n'étais pas forcé de savoir. Moi, sur un jeu comme ça, en contemporain, je ne saurais pas. On avait dans cette université, et il nous manque Charles-François Matisse, qui était spécialiste d'histoire environnementale. Et quand je l'avais fait jouer à Assassin's Creed Syndicate, je l'avais un peu, voilà... Charles-François avait lancé beaucoup de projets de recherche sur la nature en ville. C'était quelqu'un qui était spécialiste de ces questions-là. Et c'est vrai que là, je pense qu'à l'intersection des possibilités techniques, ne regarde pas, de la représentation des Caraïbes, etc., on a une ville qui est, quand on arrive là, je pousse les gens, qui est très luxuriante. On a des palmiers, c'est très joli. C'est un peu ce côté de l'Éden des Caraïbes, la mer est opaline, tout est magnifique. Donc ça, alors moi pour avoir été un peu sur place souvent, de temps en temps, en fait tout est toujours mouillé, c'est le bordel partout, il y a des canalisations qui pètent et des mecs avec des calages. Donc j'avoue que la question c'est, est-ce qu'on en est vraiment là avec des magnifiques jardins, on dirait jardin public et Alain Juppé et tout, donc première question. Et la deuxième c'est vraiment, je tourne un petit peu, pardon, pourquoi c'est très, très méchant. Là on dirait plus la victoire, alors ça m'a eu. Sauf que je suis un mec, et voilà. Et là, sinon, c'est... J'arrive, je te dis quand c'est bon. Tous ces petits bâtiments colorés. Alors là, c'est un autre truc de voyage. Je me rappelle, alors j'ai pas mal traversé le Mexique, et dans des villes genre San Miguel de Allende ou Guanajuato, il y a vraiment toutes ces super belles peintures sur des maisons magnifiques, jaune, rouge, bleu. Pourquoi ces couleurs-là? Pourquoi est-ce que d'un coup... est-ce que ça existait dans les métropoles? Pourquoi il y a cette tradition-là? Peut-être, tu sais pas, mais voilà, je lance mon va-tout. Je veux tout savoir.
Alors là, il faudrait vérifier évidemment tout ce que je vais dire. Ce côté très coloré dans l'espace colonial, ça c'est assez caractéristique de ces villes coloniales, parce que c'est des choses, voilà, c'est fait avec des matières locales, etc. Pourquoi il y a ce goût-là ? C'est difficile. Pourquoi aujourd'hui, quand vous allez en Europe centrale, en effet, vous avez des maisons hyper colorées. Enfin voilà, c'est le développement aussi de goûts locaux par rapport à certains types d'architecture. Sur la verdure, etc., je pense que ça peut être à peu près vrai sur certains bâtiments officiels. C'est-à-dire côté des administrations importantes, le gouverneur, etc. Là, on peut avoir un environnement un peu soigné, etc. En revanche, sur l'entretien des rues, je dirais que là, ça manque sans doute singulièrement de poussière, éventuellement de boue quand il pleut, etc. Donc, le côté, voilà, ces petits buissons bien taillés sur le côté, personnellement, j'y crois relativement peu. Et puis, enfin, voilà, c'est vraiment un parti pris. Il y a de la verdure partout en ville. Là, je suis moins convaincue, mais je suis honnête avec vous, je manque là de culture précise. Et je ne sais même pas, finalement, si on avait des représentations de ce type-là des villes, c'est-à-dire que même quand tu as des gravures d'époque, il pouvait peut-être y avoir de la verdure, mais c'est pas forcément ça qu'on représente sur la gravure de la ville. J'en profite pour faire un petit point. Alors, moi, vous voyez, je ne suis pas spécialiste de tout, mais c'est à force de faire des mountaineering games. Ce qui est un peu génial dans l'Assassin's Creed, et ça s'était vachement vu avec Laurent Turcot, moderniste, qui était vraiment le conseiller historique officiel de l'Assassin's Creed Unity, celui qui se passe dans la Révolution française, en coopération avec Jean-Clément Martin, ai-je besoin de le présenter. Ce qui était intéressant, c'est que Jean-Clément Martin, grand spécialiste de l'histoire de la Révolution française, ok, de toutes ces problématiques, depuis la terreur jusqu'aux guerres de Vendée, jusqu'à des histoires plus générales. Laurent Turcot, sa spécialité, c'était l'histoire des lieux de loisirs et de plaisir au XVIIIe à Paris. Donc c'était, lui, le spécialiste d'histoire urbaine, celui qui peut répondre à est-ce que les pavés étaient comme ci, comme ça. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que on voit que les deux choses qu'on apprend à faire quand on joue aux jeux vidéo, quand on les analyse, c'est de l'histoire matérielle, de l'histoire urbaine. Pas que, mais quand même. Et donc c'est intéressant parce que ça challenge la manière dont nous on construit nos savoirs. Nous, voilà, on fait de l'histoire politique, de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, et très 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 rarement de l'histoire des pavés ou de l'histoire urbaine pure et dure. Et donc ça me fait rigoler parce que hier on avait Roxane qui nous disait exactement l'inverse. On se baladait dans les rues boueuses, empestées de rats, de plectels, et Roxane aimant deux choses dans la vie, l'époque médiévale et les cloîtres. Elle disait en gros, alors moi c'est pour lancer une guerre entre modernistes et médiévistes. Comme ça changera de la guerre entre les modernistes et les contemporanistes. D'une certaine manière, ça... très chaud. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, ce que j'avais retenu, c'est que l'époque moderne invente un peu la saleté du Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est à l'époque moderne qu'on lance cette grande image du Moyen-Âge, brutal, sombre, sale, etc. Et Roxane nous disait hier, je paraphrase en rajoutant, tout le monde était hyper propre, le Moyen-Âge, les gens pouvaient s'asseoir par terre et manger dans les rues, enfin j'exagère, mais voilà, elle revendiquait un Moyen-Âge beaucoup plus normé, beaucoup plus propre, et donc elle disait, vos rues, elles sont beaucoup trop sales, et là, Bordeaux-Montaigne en PLS, tu nous dis l'inverse. C'est-à-dire que les modernistes étaient des gros crades, enfin les gens de l'époque moderne, qui zonaient en mettant, là on voit un peu, on voit ici comment dire, tout à l'heure dans le port, j'ai l'impression qu'il y avait un tonneau qui a explosé, et là on voit une sorte de petit feu, voilà. Donc toi tu dirais que du point de vue urbain, parce que c'est une zone reculée par rapport aux métropoles, les règles sont un peu plus lâches ou pas du tout, ou est-ce que c'est le climat, enfin j'en sais rien. Alors, à la limite, je dirais l'inverse. Alors, spéciale dédicace aux étudiants qui vont à L1 et qui ont eu droit au passage crapoteux sur l'état des rues des villes françaises. Mais on a des témoignages. Alors, la raison pour laquelle on a des témoignages aussi, c'est parce qu'à l'époque moderne, on supporte de moins en moins aussi cet état de fait. Mais là, je ne suis pas spécialiste, mais je pose la question. Ils sont où les égouts? Enfin, je veux dire, toutes les ordures qui se produisent dans les maisons, elles vont où? Mais il y avait des égouts à l'époque? Ben non. Oui. Donc c'est pour ça que le côté très propre de la rue, moi, il m'interroge, parce que quand tu as des récits sur qu'est-ce que c'est que la rue en ville, en France, à l'époque moderne,
les problèmes d'entretien qu'il y a, d'évacuation des eaux usées, des boues urbaines. Il y a assez peu d'animaux, par exemple, dans ces rues. Je vois pas. Alors, il faudrait que je vois si. Il n'y en a pas. Il y a des chats, mais il n'y a pas de cochons. Alors, c'est vrai qu'hier, il y avait cochons, chèvres, il y avait tout. Il y avait tout le zoo qui était là. Mais effectivement. Alors, pour info, tant qu'à faire, typiquement le tout à l'égout, c'est une invention du milieu 19e, c'est-à-dire que Londres met en place 1820-1830, et Napoléon de Bonaparte, ayant fait des petites bêtises, par exemple une tentative de coup d'État en 1834, est à Londres, qui à l'époque est le centre où vont tous les gens qui ont fait des choses pas bien, les marxistes, tout ça. Et quand il devient dictateur de France, en 1852, il applique tout ça à Paris. Et c'est là où on met en place le tout à l'égout, les égouts collecteurs, les trottoirs. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, Assassin's Creed Unity avec les flaques de boue, les cochons, les machins, c'est pas mal fait. Parce qu'on a les récits, alors pour la petite blague, les gens qui s'occupent de ramasser les saletés à Paris dans les années 1830, avant Haussmann Rambuteau, on les appelle les chevaliers de la Brune. Voilà. Donc, on continue à avancer. Je vais essayer de trouver un peu le pouvoir religieux. Sur ce que tu disais sur le pouvoir politique, dans l'émission, on passe son temps à aller voir le gouverneur, qui est espagnol, qui est quelqu'un plutôt âgé, qui évidemment est un templier dans le scénario. Et si vous commencez à avoir des questions sur cet espace urbain, bien qu'il fasse un peu de nuit, n'hésitez pas, moi je vais essayer de trouver une petite église et tout ça. Et surtout revenir au port sur cette question de l'intégration. Voilà, est-ce que tout le monde se baladait, y compris les afro-descendants, comme ça tranquillement? Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, moi je vais me balader en essayant de ne pas faire tomber Caroline dans les pommes. Alors je vais prendre les questions si vous en avez. Oui. Alors moi c'est pas spécialement sur l'étalement urbain, mais on a souvent cette image du pirate armé jusqu'aux dents. Là normalement, à la fin du jeu, il a 18 pistolets, 40 dagues et une sarbacane. Est-ce que c'est vrai ou... Alors là aussi on manque d'éléments sur quels était l'équipement. Mais dans l'absolu, non, et je pense que là c'est des choses qui sont liées à la jouabilité du truc, parce que je suppose qu'on peut acheter les pistolets, les sabres, les ceci, les cela. Donc non, parce que de toute façon, il n'a pas forcément l'usage de 4 pistolets en même temps. Et surtout, il faut de l'argent pour avoir ce type d'arme. Et loin des idées. Alors, je fais un peu de la pub et de l'autopromo. On a eu la chance au musée Mer Marine d'accueillir Jean Soula, qui est un spécialiste d'archéologie sous-marine des pirates, qui est quand même le boulot le plus fabuleux du monde quand même, parce qu'en plus il plonge du côté de Madagascar sur des épaves pirates. Voilà. Chaque fois que Caroline elle me dit ah je suis à un colloque à la Réunion, je suis aux archives machin, je me dis pourquoi j'ai choisi l'Allemagne. Vraiment il y a des moments où les collègues antiquisants, ouais j'ai un colloque à Rhodes, en Grèce, voilà, choisissez bien. Réfléchissez à tout ça. Tu vois, quand j'ai fait mon HDR, je me suis retrouvée un été à Nevers pour travailler aux archives sur les canons. Et quand j'ai choisi mon nouveau sujet de recherche, j'ai dit je vais bosser sur Borgo et Mascareigne. Parce que d'un coup, là, vous voyez, le cadre de travail était un peu plus sympa. Et donc, pour revenir sur ce que ce collègue a fait, il a plongé donc sur des épaves à Madagascar. Et ils ont retrouvé un certain nombre d'équipements, et puis surtout ils ont été capables de reconstituer un peu la vie de ces pirates, etc. Et ce qui montrait justement tout le décalage qu'il peut y avoir entre l'histoire au cinéma et la réalité de la vie des pirates, c'est que d'abord, faut arrêter avec l'idée du trésor caché. Non, parce que le pirate, en réalité, voilà, sniff. Dans ce qu'il récupère, il y a du tissu, il y a de la bouffe, en gros, il récupère, il revend très vite et il boit ce qu'il a gagné. Pour dire les choses familièrement, mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il gagne un peu et il va dépenser dans des villes comme ça, en effet, au port, parce que c'est une vie hyper dure. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, alors il y a quelques personnages comme ça, bien identifiés, mais pirates, c'est pas une carrière au long cours. Hein. Ils ont calculé qu'une vie de pirate, c'est 2 ans et demi. Donc soit vous changez de métier, soit vous mourrez très très vite, et vous vous apercevez qu'en fait dans les carrières, c'est des gens qui vont faire quelques embarquements comme pirates. Dans le contexte du jeu par exemple, ce qui est hyper intéressant, et c'est pour ça aussi qu'on est à la fin de la piraterie dans cette zone, c'est que au lendemain du traité d'Utrecht, donc fin de la guerre de succession d'Espagne,
l'activité de corsaire, c'est plus possible, puisqu'il n'y a plus de guerre. Donc un certain nombre vont essayer de se reconvertir en pirates, on en parlera tout à l'heure sur Nassau, mais l'une des stratégies des États, et là vous retrouvez des trucs vous avez vu dans Pirates des Caraïbes, c'est la question du pardon royal. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en réalité, la meilleure façon de contrôler les pirates, c'est de dire, si vous quittez la piraterie, pardon royal général, à condition de vous installer comme planteur. Donc ça marche très bien dans cet espace-là, ça marche encore mieux dans les Mascareignes parce que ça permet au roi de fixer une population qui va être celle des premiers colons. Donc j'en reviens à ma question des armes, etc. Généralement, ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter tout un attirail. Et encore une fois, les pistolets, etc., c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. C'est-à-dire qu'il y a une petite phase de combat au corps à corps, mais l'essentiel, c'est du canon longue distance ou du fusil boucanier, qui est aussi donc, le fusil qui sert à faire la chasse à terre. Alors j'en ai profité pour aller à Nassau. Est-ce que, pour ceux qui ont vraiment joué, est-ce que dans ce Assassin's Creed, on peut avancer jusqu'à faire le jour, comme dans ceux d'après? Si oui, comment? La réponse est non. On vient d'arriver à Nassau en attendant qu'il fasse jour, donc là, une architecture complètement différente parce que c'est vraiment stylisé comme le repère des pirates. Tu vois, tu as un peu La Havane, le repère des corsaires et du fort colonial espagnol. Et là, on dirait vraiment un bail très très bresson, genre Libourne, en sortie de free party, un vendredi matin. Donc on va attendre qu'il fasse jour et je vais essayer de trouver ces PNJ, voilà, en sachant que ma question principale c'était, moi ce qui m'a frappé en arrivant, d'ailleurs c'était un petit peu la question que je posais à Roxane hier. Les espaces urbains sont des espaces qui sont des espaces normés, où en fait les femmes n'ont pas le droit de se balader à certaines heures, les enfants non plus. En tant qu'homme, il y a des hiérarchies. Et évidemment, ces jeux-là, qui à 80% sont faits par des firmes américaines qui n'ont pas de culture, sont incapables et n'ont pas envie de restituer ça. Et là, effectivement, moi, ma première impression dans le jeu, ça a été d'arriver en voyant tout le monde, tout le temps, partout. Et est-ce que c'était possible? Est-ce qu'on pouvait vraiment voir... je parle vraiment pas dans les espaces privés, où là on a vu une taverne, on a vu une boulangerie aussi, mais vraiment, est-ce que dans l'espace public, on a le droit de stationner? Est-ce qu'on se salue? Est-ce qu'il y a des déférences? Parce qu'effectivement, sinon, on est vraiment dans l'aplanissement total, voilà. Et puis dans ce temps-là, je vais essayer de trouver des gens. Je suis pas sûr que Nassau ce soit l'endroit le meilleur, mais voilà, si tu peux nous dire pour cette question, ce serait top. Alors, sur la circulation des personnes, là, je manque un petit peu de données précises. Je reviens sur quelque chose, une question que tu avais posée, c'est la présence des personnes noires dans ce type d'espace. Si ça existe, parce qu'il y a aussi des livres de couleurs. C'est-à-dire que nous, on associe toujours noir à esclaves, et on les associe à ce qu'on a appelé des esclaves de jardin. C'est-à-dire qu'on les imagine cultivant et coupant la canne à sucre. Mais dans les habitations, vous avez aussi des esclaves, des esclavisés, pour suivre les évolutions historiographiques, qui sont des gens qui travaillent dans des maisons. Et vous avez aussi, selon les expressions de l'époque, ce qu'on appelle les nègres à talent, c'est-à-dire des captifs auxquels on avait inculqué un certain nombre de savoirs et l'exercice de certains métiers. Et donc ce qu'on sait moins, c'est que ces esclavisés, vous les retrouvez aussi dans l'espace urbain, exerçant des métiers urbains. Et ils peuvent être, par exemple, loués par un propriétaire au boulanger du coin, à l'artisan, etc. Et il va travailler moyennant salaire. Alors pas forcément un salaire pour lui, évidemment, plutôt un salaire pour son maître. Mais donc on peut louer ces esclaves, et donc vous les trouvez assez facilement dans l'espace urbain, et même selon les types de configuration, dans cette location, dans ce salaire qui était versé moyen pour le travail, il pouvait y avoir une partie qui revenait aux captifs, qui se constituait un pécule et qui pouvait racheter sa liberté. Alors au bout de 25 ans. Il ne faut pas surestimer, si vous voulez, non plus l'humanité des maîtres. C'est-à-dire qu'un captif que vous avez gardé à votre service plus de 25 ans, ça commence à être une personne âgée, usée, et qui va vous rapporter beaucoup moins, voire qui va commencer à vous coûter. Donc vous aviez même en fait des politiques... c'est pour ça que l'État en fait a contrôlé les politiques d'affranchissement, parce que vous comprenez bien le mauvais usage qu'on peut faire de l'affranchissement.
Une fois que votre esclave, il a trimé toute sa vie, qu'il est cassé de partout et qu'il commence à devenir vieux et qu'il ne peut plus travailler, c'est un peu facile de l'affranchir, ce que certains avaient commencé à faire. Et ce qui posait problème aux autorités, c'est que vous vous retrouvez avec des personnes dans la rue qui ne sont plus prises en charge par personne. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis tout un tas de freins en fait, à l'affranchissement. Un propriétaire qui affranchit un esclave doit lui donner de quoi vivre. Généralement une somme, voire un bien, etc. Donc vous pouvez avoir des Noirs dans l'espace urbain, soit parce qu'ils travaillent en ville, soit parce que ce sont des affranchis, etc., etc. Alors là, on est en effet à Nassau, c'est un cas très intéressant. Vous êtes ici aux Bahamas. Dans le jeu, c'est sur l'île de New Providence. Il faut savoir qu'à l'époque qui nous intéresse, Nassau, c'est un espace très récent. Au départ, la ville était celle de Charlestown, mais Charlestown a été détruite par les Espagnols en 1684, et donc derrière on a reconstruit, vous avez compris qu'on est en territoire anglais, et comme on reconstruit en 1695, Nassau, c'est en hommage à Guillaume d'Orange, la ville d'Orange-Nassau, d'où le nom de la ville de Nassau. Donc vous voyez, reconstruite en 1695, une ville qui souffre un peu, qui souffre notamment d'un épisode d'occupation espagnole et française, mais le choix qui est fait ici, c'est de vous la représenter comme quelque chose d'assez rustique, qui est lié surtout au fait que, vous avez compris, de ces zones qui sont occupées, détruites, qui changent de souveraineté, on est sur un espace, entre guillemets, mal approprié, et même qui va devenir, alors là je suis allée vérifier les infos, c'est pour ça qu'il y a des petites notes, parce que je me méfie toujours quand on vous proclame des républiques corsaires, etc., vous voyez bien le roman qu'il y a derrière. Non, il y a bien eu une forme en fait de république corsaire, république pirate, qui a existé à Nassau pendant à peu près une dizaine d'années. Vous y trouvez effectivement des personnages comme Barbe Noire, comme les pirates Charles Vane, Jack Rackham. Alors pour les tintinophiles, Jack Rackham, vous aurez reconnu Rackham le Rouge. La récupération du nom est très claire. En fait, pendant quasiment une dizaine d'années, ça va devenir un espèce de repère pirate qui est officiellement sous souveraineté anglaise, mais qui échappe assez largement au contrôle. Et en fait, la façon qu'ils ont d'essayer de remettre la main dessus, c'est de nommer comme gouverneur un ancien corsaire, donc les corsaires parlent aux corsaires, qui va aller restaurer en quelque sorte la souveraineté du roi, avec mission de rétablir le contrôle de Londres sur l'archipel. Et comment ils font ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la promesse du pardon. C'est-à-dire, vous arrêtez la piraterie, on vous accorde le pardon, on oublie tout, et vous vous installez. Ça, c'est la phase 1 qui arrive quasiment à notre époque, c'est-à-dire aux alentours de 1715, à peu près 1715. Mais derrière, il y a la première phase de pardon, mais pour ceux qui n'ont pas profité de l'aubaine, ça se tourne en une chasse aux pirates qui vise à éradiquer complètement la flibusterie dans cette zone-là, et ça marche assez bien. C'est-à-dire qu'ils réduisent les effectifs par le pardon royal, et ensuite ils pourchassent les derniers, sachant même qu'il y a certains anciens pirates qui passent de l'autre côté. Là aussi, Pirates des Caraïbes n'a rien inventé, de pirates, ils deviennent chasseurs de pirates, et ils pourchassent leurs anciens collègues, en quelque sorte. Moi j'aime bien, c'est un peu rustique. Quelques trucs sur les huîtres, ça me rappelle Arcachon à Noël. Voilà, une gastroentérie pour tout le monde. Et voilà. Donc là, oui, je me suis un peu baladé, donc ça concordait bien avec ce que disait Caroline. Hein. C'est un tissu urbain beaucoup plus fait exprès, hein, tout en planche. On perçoit peut-être plus aussi les outrages du climat. Hein. Parce qu'encore une fois, les Caraïbes, c'est beaucoup de tempêtes, beaucoup de chaleur, beaucoup de pluie, etc. etc. Et donc, on est là-dedans.
Comme il reste un quart d'heure, moi je vais retourner sur mon bateau pour qu'on pense à ce temps qu'on n'aura pas de passer dans les embouteillages pour aller jusqu'à la plage. Hein. Et donc s'il vous reste des questions générales, un quart d'heure tranquillement, sur tout ça, n'hésitez pas. Hier il y a eu plein de questions tout aussi intéressantes qu'étranges, donc comme vous voulez madame peut-être, voilà. Pour revenir par rapport à Van, est-ce qu'il y avait d'autres nationalités qui occupaient la ville? Parce que dans les films de jeu qui pour Chosen, j'ai pas le temps, j'en avais une qui ressemblait un peu à une Allemande. Et je me posais la question de s'il y avait que des Espagnols ou d'autres nationalités. Alors, peut-être pas une Allemande, mais une Hollandaise. Parce que vous avez présence de Hollandaises, en tout cas, il y a des possessions hollandaises pas très loin. Donc, éventuellement, ils ont peut-être joué sur ces codes-là pour représenter les prostituées dans le port. Oui. Vous avez parlé de collègues quand vous disiez des pirates qui cherchent d'autres pirates. Est-ce qu'il y a un esprit un peu de camaraderie, d'entraide, ou alors c'est chacun pour soi? Alors, il y a une forme de, comment dire, à la fois de solidarité et d'anarchie, c'est-à-dire que chacun est son propre patron. La forme de solidarité, elle se retrouve par exemple lorsqu'ils décident d'adopter le terme des frères de la côte. Où là, les frères de la côte, en fait, ça désigne une sorte d'alliance, entre guillemets, entre les flibustiers et les boucaniers. C'est-à-dire les boucaniers qui étaient à terre, les flibustiers qui étaient en mer, et ils se forment, je dirais pas, c'est pas exactement une solidarité, mais c'est on évolue dans le même espace, et chacun son business. Chacun est son propre maître, au bout d'un moment, en fait, les boucaniers vont devoir rejoindre le groupe des flibustiers pour une raison simple aussi, c'est que ils faisaient du trafic à terre, ils séchaient de la viande, etc. Et en même temps, ils avaient un certain nombre d'activités illégales. Et pour supprimer ça, en fait, la solution des Espagnols, notamment sur leur territoire, a été d'exterminer le bétail qui avait survécu comme ça. En fait, les boucaniers n'avaient plus rien. Oui. Les pirates, ils condamnaient vraiment leurs prisonniers au supplice de la planche? Alors, là, c'est tout le problème des sources. C'est-à-dire que des choses comme ça, c'est rapporté par exemple par Daniel Defoe, je ne sais pas comment on prononce, c'est Chimélin. Donc vous aviez ce genre de choses, cette réputation de cruauté, etc. Mais la part du roman et de la réalité, voilà, est un peu, donc je dégaine mon joker. Oui, et puis après, oui. On voit que dans le jeu, les femmes, elles sont représentées en tant que filles de joie. Est-ce qu'il y avait des femmes pirates? Alors voilà, j'aurais voulu... joué pour ça, voilà, mais il y a des femmes pirates. Alors, de là à en faire une généralité, non. Mais dans cet espace et à cette époque, vous en avez deux avec une vie assez rocambolesque et pour le coup assez bien documentée, c'est-à-dire on sait d'où elles viennent en Angleterre, etc., etc. Il y a Anne Bonny et il y a Marie Reed. Et qui notamment sont... alors il y en a une qui est la compagne de l'un des pirates, et les deux femmes ont été amies à un moment, ont échappé de peu à la peine de mort, elles ont été capturées, mais elles ont plaidé notamment le fait qu'elles étaient enceintes. Donc ce qui leur permettait d'échapper à la pendaison, ce qui n'a pas été dans le cas de du mari de l'une d'entre elles. Alors, je suis désolée, je reprends mes petites notes. Marie Reed, notamment, alors j'ai pas repris les notes sur le début, mais c'est une vie assez rocambolesque. C'est-à-dire qu'elle a déjà été, en fait, encore canonnée des gens. Pourquoi ça se réveille d'un coup hein? Ah ouais. Ah, ça c'est quand tu meurs, j'ai raté ma manœuvre. Donc Marie Reed, je disais, elle se travestit déjà dans sa jeunesse en fait à la demande de sa mère, parce qu'il y a une sombre histoire pour récupérer une pension qui devait être versée au fils aîné. Le fils aîné est décédé, donc on déguise la fille en garçon. Et elle finit par s'embarquer à bord d'un navire déguisé en homme, etc. Le navire est capturé par des pirates et donc elle s'engage dans l'équipage pirate. Enfin, c'est vraiment une vie assez incroyable. Et elle arrête justement la piraterie en 1718 à l'occasion du fameux pardon royal.
mais elle va finalement se rembarquer. C'était non, c'est Anne Bonny qui était la compagne de Jack Rackham. Et donc vous avez ces deux femmes qui sont toujours celles qui sont bien identifiées comme étant des femmes pirates. Ok, merci. Ah, il y a une question par là, oui. Je voulais savoir comment vous justifiez le fait qu'on a vraiment une image fantasmée de la piraterie, sachant que concrètement le pirate il risque très fort sa vie lors d'un combat ou par la maladie qui est très très forte donc sur les navires. Et donc à notre époque mais aussi à leur époque. Alors c'est un vrai défi de répondre à ça, comment en fait des espèces d'imaginaires se sont projetés sur ce type de personnage. Je pense que c'est le volet un peu aventure qui a pu être héroïsé, mais aussi parce que les premiers qu'on a vus comme pirates avaient des rôles un peu ambigus. Typiquement, parmi les premiers pirates, vous avez une figure comme Francis Drake. Or, Francis Drake, c'est aussi, et peut-être même surtout, le champion d'Élisabeth Ier au moment où la reine d'Angleterre revendique l'Empire des mers face à la domination espagnole. Et ces pirates corsaires commandités par Élisabeth Ier, par exemple, c'est aussi une façon de célébrer la grandeur anglaise face à l'ennemi espagnol. Parce que Francis Drake, c'est le premier Anglais à faire le tour du monde, parce que Francis Drake, c'est celui qui attaque les colonies espagnoles et qui rapporte une partie du butin, qui en plus en offre une partie de manière très ostensible à Élisabeth Ier. Donc il y a une sorte le pirate, c'est celui qui permet de contester la domination espagnole et qui le fait un peu au service du roi. Donc je pense que le début, ça a pu être ça. Après, en effet, il y a tout un tas de fantasmes qui ont été projetés sur cette image du pirate. Et encore une fois, pour l'historien, l'enjeu, en effet, c'est de démonter tout ça. Parce que... Pardon, je t'ai... Là, typiquement, ce qui est hyper intéressant dans ce genre de crossover entre périodes qu'on fait trop rarement, hein, c'est qu'on pose la question des généalogies des différentes époques. Alors, je reviens un peu sur hier. On pourrait être un peu direct en disant le Moyen-Âge a été inventé par l'époque moderne. C'est-à-dire que Roxane parlait de ce qu'on appelle le médiévalisme, c'est les interprétations contemporaines de l'époque médiévale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un des grands moments du médiévalisme, c'est par exemple l'époque romantique. À la suite de la Révolution française, le romantisme, alors sous toutes ces déclinaisons italiennes, allemandes, françaises qui sont très différentes du point de vue des valeurs, ou anglaises, Marie Shelley, Frankenstein, etc., c'est quand même un retour au médiéval comme un âge d'or, les chevaliers, l'amour courtois, toutes ces choses-là, mais qui en fait est une invention de l'époque médiévale, une relecture. Et c'est vrai que pour la piraterie, c'est pour ça que j'ai commencé sur le cinéma et compagnie, ça répond. Ce qui est intéressant dans ta réponse, c'est qu'en fait, on voit que le mythe du pirate existe dès l'époque. Il a une fonction sociale et politique dès l'époque. En revanche, ces fonctions-là, elles sont retravaillées à la faveur des siècles. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a le pirate Roosevelt, quoi, le pirate démocrate. Et aujourd'hui, on voit bien que les symboles de la piraterie sont un peu diffractés pour que Bouba déclare, je sais pas, je trouve pas le mot, réclame, c'est bien, il est 17h30, pour que Bouba s'en réclame. On voit que c'est des symboles aussi, c'est pareil pour le malfrat, les années 20, je pense là, les années 20 de la prohibition américaine, ça a laissé encore autre chose. Donc dans vos questions, c'est aussi de se dire, quand ce mythe, quelle est la réalité historique? Donc là tu viens de nous en parler, et ce qui est génial, c'est que la réalité se mélange avec le mythe, parce que dès l'époque, il a une fonction politique. Donc, merci pour cette réponse. Et donc il y a des très belles histoires à faire de ces réinterprétations contemporaines. Alors sur Assassin's Creed Origins, ce qui était génial, c'est que voilà, typiquement un des gros inventeurs des mythologies liées à l'Égypte, c'est Edgar Allan Poe, avec le Scarabée d'or, qui en 1830 invente le mythe de cette Égypte malsaine, où on attrape des maladies, les chasseurs de trésors, etc. Donc c'est des trucs très contemporains. Du coup, je pose une question toute bête, est-ce qu'il y a un équivalent du médiévalisme pour la moderne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'invention contemporaine de l'époque moderne, le modernialisme?
néologisme tout à fait intéressant et qui plaît à la langue, hein. Modernialisme, je pense qu'on va tout de suite oublier ça. Est-ce qu'il y a un terme pour ça ou pas? Je sais pas. Modernialisme, vous avez 4 heures. L'enfer. Non, je laisse la question ouverte. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore quelques minutes. Je loot comme un fou. J'utilise chaque minute pour passer de 4% du jeu à 6. Looter, ça veut dire ramasser des trucs à droite à gauche. Voilà. Donc je suis en train de faire tous les trésors. On a vu à La Havane, sur le tour du du port, un squelette dans une cage. Est-ce que c'est véridique? Et si c'est véridique, est-ce que c'est une punition qui est régulière pour la piraterie? Alors, régulière, ce serait beaucoup dire. Là, il faudrait revoir la fréquence des procès, mais ça renvoie à une pratique, là, pour le coup, caractéristique de l'époque moderne, qui est d'afficher les punitions, alors, soit du niveau simple, c'est le pilori, soit le niveau le plus extrême, c'est ce genre de choses qui recoupent aussi les têtes au bout d'une pique, etc., qui sont des pratiques avérées. L'idée étant justement d'exposer les corps des condamnés et de rendre les supplices publics pour décourager les personnes qui seraient tentées par la même chose. Donc, et en même temps, comme c'est une image qui frappe fortement les esprits, c'est évidemment ça qu'on met en avant. Donc vous dire que c'était exactement ça, là je ne m'avancerai pas, il faudrait que j'aille vérifier, mais la répression publique et l'exposition du corps après le supplice, là oui, indéniablement. Oui. Je vais juste demander, parce qu'on a vu quelques églises quand on était à la Havane, mais sur la place des ecclésiastiques et du clergé dans les colonies. Place absolument essentielle parce qu'en fait, on est dans des espaces très éloignés de la métropole et l'un des premiers cadres qui existent, mais de structuration, c'est d'abord un cadre religieux. C'est-à-dire que c'est la cartographie des évêchés, des paroisses, etc., qui permettent de structurer cet espace-là. Alors, et vous êtes en plus alors ça marche aussi pour la France, mais dans l'Empire espagnol, bien évidemment, la dimension religieuse du XVIe, en particulier XVIe, XVIIe, est évidemment absolument essentielle parce que ça a été aussi l'un des moteurs de la colonisation. C'est-à-dire que l'idée, et c'était pas seulement un alibi, c'était, bien sûr, il y avait l'intérêt économique, mais ce serait mal comprendre l'époque que de croire que la motivation de l'expansion du catholicisme était simplement instrumentalisée. Donc, la dimension religieuse est aussi essentielle dans la validation des expansions. Si ça vous rappelle un peu quelque chose, le partage du monde entre les Portugais et les Espagnols, c'est le fameux traité de Tordesillas qui est fait sous la supervision du pape. C'est l'autorité du pape qui permet de partager, entre guillemets, le monde en deux. Alors évidemment, après, ça a été critiqué par François Ier et compagnie. Mais voilà, ce partage initial est fait sous l'autorité papale. Une petite dernière question, et après je vais aller voguer vers la haute mer. Voilà. Dernière petite question. Était-il courant que des pirates attaquent les colonies de manière terrestre, comme l'a fait François L'Olonnais par exemple? Alors, il y a, oui, un certain nombre d'attaques. Alors, pirates ou corsaires, moi je connais surtout aussi les cas de corsaires, avec des raids absolument incroyables. Le raid des Français sur Carthagène des Indes, par exemple, où ils partent de France et ils vont littéralement piller le port de Carthagène en plein milieu, enfin, sur la fin du conflit, est une opération assez incroyable. Et là, j'ai pas toute la chronologie en tête, mais on est en effet dans un espace caribéen extrêmement disputé. L'île de Saint-Christophe, je vous disais, a changé de souveraineté à plusieurs reprises, et notamment dans la période qui nous intéresse, on est aussi dans une période où quand la guerre commence à se calmer, c'est difficile pour un État européen de maintenir des forces
si loin de chez lui et qui coûtent cher en entretien. Donc il y a parfois des sortes d'accords tacites avec les flibustiers de la zone pour contribuer soit à la défense des îles, soit aux attaques des propriétés des voisins. Donc soit en période de guerre, ça prend la forme d'opérations, c'est-à-dire conquête du territoire, etc. Soit en période de guerre couverte, c'est plutôt des empiètements, des petites descentes discrètes, de la fraude, etc., etc. Voilà, on vogue tranquillement vers les prochaines séances de Mountain in Game, lundi et mardi. Donc j'arrête là. Merci beaucoup Caroline. Et voilà, donc merci à vous toutes et vous tous d'avoir été là. Merci franchement infiniment à Caroline qui a roue-arriéré le game. Et n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie.